Quand on parle de foot, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on a tendance à verser assez facilement dans le cliché. La Coupe du Monde de football débute demain et l'on va pouvoir regarder des millionnaires courir après un ballon. Ce qu'on vient d'entendre, c'est Anne-Sophie Lapix au JT de 20h. Et elle n'est pas la seule à faire ce type de raccourci. On a tous un ou une amie qui nous a déjà tenu un discours similaire. Pour beaucoup, le footballeur est sous-éduqué, sous-cultivé, il roule dans une belle voiture et gagne des fortunes. Pendant que nous, par contre, on a un vrai travail. Moi-même, jusque-là, j'ai toujours suivi le foot de loin et j'avoue, j'y ai un peu cru à ce cliché. Je suis Semia Haddad, vous écoutez Football Society, un podcast du groupe Free. Dans chaque épisode, je serai avec Brice Bossavi, journaliste qui écrit sur le foot depuis des années. Hello Brice. Salut Semia. Ensemble, on va comprendre que ce qu'il se passe sur un terrain, c'est aussi souvent ce qu'il se passe dans nos vies, parce que le foot, c'est un bon miroir de notre société. Dans ce premier épisode, on va commencer par décrypter ce cliché que tu évoquais au début, Semia, les footballeurs qui seraient des pouces-ballons. Prenons Franck Ribéry par exemple. Pendant des années, on l'a présenté comme le symbole des sportifs sans aucune éducation. Et l'autre événement bien plus intéressant, c'est cette conférence de presse de Franck Ribéry hier au Touquet, là où l'équipe se repose et se ressource. Question sur l'état d'esprit de Ribéry. On dirait que c'était comme si qu'il n'y avait rien changé hier. Et pendant qu'en France, les médias se moquaient de ses expressions, Ribéry, lui, il est au Bayern Munich et il apprend l'allemand. Ich bin so wie ein Exempel, verstehst du mein? Und ich kann auch viel lernen mit mir. Und ja, er ist so glücklich auch für ihn, für mich, für die ganze Mannschaft und das ist schön. Puis l'italien à la Fiorentina. Sono contento, felice, sono con la famiglia. Dai, facciamo qualcosa tutti insieme. Donc en fait, Ribéry parle plus de langues que 99% des Français qui se moquent de lui depuis des années, alors même qu'il n'a pas fait de longues études. C'est ça, et il y a une raison à ça. Ribéry, il a grandi dans une cité défavorisée à Boulogne-sur-Mer. Sa mère, elle était femme de ménage, son père ouvrier, et eux-mêmes, ils n'ont sûrement pas eu accès à de grandes études. Quand on n'appartient pas à un milieu favorisé, on n'attend pas de nous qu'on gagne des millions. Quand ça arrive, forcément, ça surprend. Dans ce premier épisode, on va donc parler d'éducation, et je me suis posé une question. Est-ce que l'éducation est tant que ça délaissée dans le football ? Et pourquoi en 2020, on n'a pas encore de footballeur avec un bac+7 ? Pour comprendre, j'ai discuté avec plusieurs personnes. Des responsables pédagogiques des centres de formation de Brest et de l'Olympique de Marseille. J'ai aussi parlé avec Clément Simonin, un joueur français parti étudier aux États-Unis, et avec Julien Bertrand, sociologue, et j'ai découvert des choses assez loin des stéréotypes. C'est toi qui m'en as parlé en préparant l'émission, Brice. En 2018, un article du Figaro donne les chiffres des diplômés du bac chez les Bleus. Et c'est pas génial. Je me souviens qu'à l'époque, je suis super étonné en lisant ça, sur les 23 Bleus champions du monde cette année-là, seulement 7 avaient leur bac. Pourtant, tu me disais que tu avais l'impression que ces dernières années, les jeunes footballeurs avaient l'air d'accorder de plus en plus d'importance aux études. Quand tu me dis ça, je pense de suite à Raphaël Varane. Je sais pas si tu connais l'histoire, Semia, mais à 18 ans, il est titulaire dans l'équipe du RC Lens et c'est le jeune joueur le plus convoité de toute l'Europe. Son téléphone, il arrête pas de sonner et il reçoit même un coup de fil de Zinedine Zidane qui lui propose de rejoindre le Real Madrid, rien que ça. La réponse de Varane, je pense qu'elle va t'étonner parce qu'il va dire à Zizou « Rappelez-moi plus tard ». Et qui dit non à Zidane ? Varane apparemment. À l'époque, il était en fait en pleine révision du bac et il avait pas la tête à ça. Si tu veux, si Raphaël Varane a dit non à Zidane pour passer son bac avant de rejoindre le Real Madrid, c'est sûrement et notamment parce que le football français a décidé ces 10 dernières années de faire des efforts sur l'éducation de ses jeunes. J'en ai parlé avec Julien Bertrand, sociologue à l'université Lyon 2, qui a publié un livre qui s'appelle « La fabrique des footballeurs ». Pendant plusieurs années, il a vécu au jour le jour dans un grand centre de formation en France pour voir en fait de quelle manière le foot français éduquait ses jeunes.
On sait qu'un passage dans un centre de formation pour un jeune, ça peut durer 10 ans. Est-ce que vous avez vu en fait dans l'évolution de ces jeunes un rapport différent avec l'école au cours du temps ? Au début de leur cursus, je n'observais pas de grands changements dans leur rapport à l'école. Il n'y a pas de rupture comme ça. Donc il y avait plutôt d'abord une continuité un peu de leur vie à l'école, avec des journées plus denses, mais pour les premières années, une assez bonne continuité et souvent une forte implication de ces jeunes-là qui sont très conscients de l'importance de ces parcours scolaires-là. Lorsqu'ils arrivent ensuite en fin de formation, les choses évoluent de ce point de vue-là. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile pour eux de maintenir de front ces deux implications. Et on voit effectivement une forme de lassitude chez un certain nombre d'entre eux, qui sont de plus en plus pris dans des enjeux, dans des questions footballistiques. Où la question du premier contrat professionnel, de la fin de la formation devient de plus en plus pressante. Et donc, face à cela, la question de l'école est de moins en moins importante ou urgente pour eux. Si j'essaie de me mettre à leur place, quand on a réussi à rentrer dans un centre de formation à 12 ans, on n'a pas forcément envie de penser aux études. Ils sont quand même là pour le sport à la base. C'est vrai, mais c'est un peu comme avec Ribéry, Sémia. Il y a une autre raison plus sociologique qui explique aussi ces moins bons résultats scolaires selon Julien Bertrand. Ce sont des jeunes hommes, donc des garçons, majoritairement issus de familles populaires, avec plus de la moitié qui ont des parents qui sont soit ouvriers, soit employés, donc moins diplômés que le reste de la population. Donc, on peut difficilement comparer avec une moyenne nationale, puisqu'ils sont déjà sélectionnés. Il faudrait disposer de chiffres exhaustifs, indépendants des clubs, pour vraiment se faire une idée assez nette de ce qu'ils deviennent et de leur parcours scolaire ou professionnel lorsqu'ils ne signent pas professionnel. Et Brice, il y a un chiffre qui est sorti il y a quelques années qui a beaucoup fait parler. Oui, c'est 0%. Ce serait, selon toute la presse à l'époque, le taux de réussite au bac des jeunes du centre de formation de l'Olympique de Marseille en 2012. Quand l'info est sortie, tout le monde s'est moqué des footballeurs et l'image de l'OM, elle a aussi été écornée. Forcément, ça a poussé le club à se remettre en question et moi, j'ai appelé Myriam Ben Mebarek, qui est responsable pédagogique du centre de formation du club, pour en discuter. Et apparemment, l'épisode du 0% n'a pas été très bien accueilli. Nous aussi, on était un petit peu choqués, mais bon, on n'a pas eu un 0%. C'était pas 0%, c'était plus, un petit pourcentage. Mais je préfère plus tourner la page et aller vers le positif que d'être bloqué sur, on va dire, un mauvais passage, voilà. Écoutez, déjà, je parle en tant que professeur. La remise en question, on l'a fait après chaque année, après chaque résultat. C'est pas qu'on n'avait pas une remise en question avant 2012. Donc moi j'ai commencé en 2009. La remise en question, je l'ai faite et on l'a faite. Après ce qui s'est passé en 2012, on voit bien que c'est l'épisode, c'était une seule fois, ça s'est pas répété. Les accidents dans la vie, ça peut arriver. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais comment ça a pu se faire. Mais la remise en question, on l'a fait, on doit le faire. Ça fait partie de notre travail, de notre job. Depuis, l'OM a fait un bond dans ses résultats scolaires. Après l'échec de 2012, le club a réussi à passer d'un petit pourcentage à 90% de réussite et même 100% en 2020. Heureusement qu'on a pu mettre en place une équipe pédagogique qui a su adapter l'enseignement. Dans un centre de formation, il y a des exigences sportives, donc il faut aménager et pour ça, le temps déjà de la scolarité est réduit à entre 20 et 22 heures par semaine, alors que dans un lycée public, c'est entre 28 et 30. Et nos élèves passaient les épreuves du bac comme tous les autres élèves. Ils sont un numéro parmi tant d'autres. Concrètement, comment est-ce que vous avez fait pour améliorer ces résultats scolaires ? Je pense que l'adaptation qu'on a pu mettre en place, qu'on a pu réaliser en premier, ce sont les emplois du temps, donc qui sont sur mesure, qui prennent en compte les entraînements, les déplacements sportifs, les contraintes horaires liées au programme de l'éducation nationale que nos professeurs enseignent.
De manière générale, les cours ont lieu l'après-midi et les professeurs doivent être soucieux de travailler d'une manière efficace avec des élèves qui sont quand même soumis à des rythmes assez soutenus. Les effectifs sont réduits, donc on peut travailler d'une manière efficace et être à proximité de nos jeunes, qui nous permet, par exemple, de détecter les difficultés, le profil de chaque élève et de mettre en place un enseignement qui lui correspond. Pour essayer de finaliser ou finir un programme, il faut travailler pendant les vacances. Et les professeurs sont mobilisés justement pour travailler, ils le savent, c'est presque proscrit dans leur contrat. Après, on essaie chaque année de ramener, on va dire, une nouveauté pour aider nos élèves, mais la base, ça a toujours été une aide aux devoirs, des rattrapages pendant les vacances et pendant la semaine. Si les clubs de foot français se sont mis à vraiment prendre au sérieux les résultats scolaires, c'est parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Pour que les parents leur laissent leurs enfants, c'est même devenu obligatoire. Pour les parents, il est très important que leurs enfants réussissent sur le plan scolaire. Il n'est écrit pour personne par avance qu'il pourra faire une carrière dans le foot ni être à l'abri d'une blessure handicapante. Il faut penser à l'après-carrière et à une éventuelle reconversion. On ne peut pas choisir. Il faut concilier les deux. Les parents sont inquiets par rapport au rythme parce que quand même nos élèves sont soumis à un rythme assez soutenu et ils poursuivent le même programme scolaire que les autres lycéens. Voilà, c'est la seule inquiétude, mais sinon ils nous font confiance généralement. Donc on a déjà le logiciel Pronote qu'ils peuvent consulter les devoirs, les notes de leurs enfants. On a des conseils de classe, 3 conseils de classe dans l'année et il y aura suivi d'une réunion parents-prof juste après. Après, on n'a pas beaucoup, l'effectif est réduit, donc les parents peuvent nous contacter directement pour rencontrer tel ou tel professeur pour avoir plus d'informations et relever plus les inquiétudes et répondre à leurs questions. Donc on n'attend pas les réunions, on peut se voir avant à la demande des parents. Sur quel point est-ce que vous pensez que vous avez progressé au niveau scolaire ? On va dire ce qui a progressé au niveau scolaire, c'est l'importance qu'on a accordée, que les parents accordent à la scolarité. Et en plus, vu l'expérience qu'on a eue des jeunes qui n'ont pas eu une carrière dans le foot et qui sont orientés vers d'autres métiers, donc ce qui nous donne un peu plus de poids, on va dire, pour imposer la scolarité à ce cursus. Si je comprends bien, ça fait donc une dizaine d'années qu'il y a une vraie prise de conscience sur l'importance des études dans le football français. C'est ça, et il y a un centre de formation qui s'est vraiment fait remarquer là-dessus, c'est Brest. J'ai appelé Jean-Noël Prime, il est prof de maths et responsable pédagogique du centre de formation depuis 2004. Et sur ce point, le club breton, c'est vraiment un modèle en France. Depuis plus de 10 ans, Brest, ils ont en effet 100% de réussite à tous les examens chaque année. On a commencé à travailler déjà sur des aménagements horaires parce que, bien entendu, le football impose certains créneaux et il fallait que nos jeunes puissent finir les cours plus tôt sans manquer de cours. En préformation, nous souhaitions donc que les jeunes finissent à 15h20 les cours et ensuite, l'éducateur, dans sa catégorie, assure une étude auprès de ces jeunes. Donc c'est une étude avec du soutien scolaire. Nos éducateurs sont suffisamment qualifiés pour aider nos jeunes sur le plan scolaire au niveau du collège. Voilà, donc ils ont 1h15 d'études avant l'entraînement. Ça a été un aménagement qui a été mis en place pour que les jeunes, justement, puissent être autonomes au lycée. Alors pour tout vous dire, donc ça fait 16 ans que je suis au club. En 16 ans, tout le monde a eu son bac. Il y a eu une année, on a eu un jeune qui ne l'a pas eu, mais qu'il a obtenu l'année suivante. Ce sont des résultats qui sont très bons dans l'ensemble. Donc les bonnes notes à l'école, ça permet surtout d'avoir la confiance des parents pour laisser leur enfant rejoindre un centre de formation. Oui, et parfois, ça peut même servir pour attirer des joueurs très convoités. Jean-Noël Prime m'a par exemple raconté l'histoire d'un jeune talent irlandais, et pour continuer ses études, il est allé jusqu'à traverser la Manche pour venir à Brest. C'est un jeune qui est demandé dans les grands clubs anglais. Simplement, vous avez des parents qui mettent en avant la scolarité. La scolarité, en Angleterre, à 16 ans,
Voilà, elle n'a pas d'importance. Les parents ont su qu'au Stade brestois, on avait des choses en place et ils se sont donc rapprochés de nous. Bien sûr, le jeune, on l'avait déjà repéré au niveau de la cellule de recrutement. Et voilà, le papa voulait savoir si nous pouvions mettre en place des cours de telle sorte que son fils, quand même, passe son diplôme en Irlande. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué, sachant qu'il lui faut en plus des cours d'irlandais gaélique. Bon, nous trouvons le prof d'irlandais gaélique. Ce jeune va intégrer une classe de seconde, un petit peu inférieure à son niveau, mais ça lui permet quand même, au niveau des cours qui seront tenus en français, de pouvoir les suivre parfaitement. Il aura le tutorat avec notre prof d'anglais, les cours d'irlandais gaélique, parce que c'est une obligation dans son cursus en Irlande, et il passera l'équivalent bac en Irlande à la fin de l'année. Vous voyez, donc on essaye de s'adapter. Parce que pendant pas mal d'années, au Stade brestois, nous n'avions pas forcément les structures d'un centre de formation comme peuvent avoir d'autres clubs en France. Donc il fallait aussi qu'on se démarque sur ce plan-là et nous avons su nous y tenir parce qu'il ne faut pas qu'on soit, je dirais, en discordance avec le discours que nous tenons aux parents. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sanctionner un jeune sur le plan sportif parce qu'au niveau scolaire, ça ne suivait pas ? Un jeune qui se comporte mal à l'école ou qui a des résultats qui ne donnent pas satisfaction par rapport aux efforts qu'il pourrait produire, nous n'hésitons pas à le sanctionner également sur le plan sportif. Et il nous est déjà arrivé d'avoir un jeune qui rate une demi-finale de Coupe Gambardella parce que voilà, il n'avait pas fait les efforts qu'on estimait nécessaires. Pour rappel, en fait, la Gambardella, c'est une compétition nationale dans laquelle tu as des équipes de jeunes de toute la France qui s'affrontent avec une finale au Stade de France. Donc il vaut mieux pouvoir y aller. C'est sûr que jouer une demi-finale de Gambardella, ça veut un peu dire qu'on va être observé par des gros clubs français et européens. Donc c'est plutôt costaud comme punition. C'est un message aussi qui est adressé aux autres joueurs. Et pour nous, c'est important. C'est-à-dire que voilà, les autres jeunes se disent au Stade brestois, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi sur le plan scolaire parce qu'on sait qu'au niveau du sportif, les éducateurs suivent derrière et ça peut nous porter préjudice. Mais c'était un message fort et derrière, je pense que pour nous, c'est positif dans les années à suivre parce que voilà, les parents entendent bien aussi ce discours. En France, la FFF estime que 16% des jeunes en centre de formation signent un contrat pro au bout de leur parcours. Donc t'imagines que les places, elles sont chères et c'est bien pour ça que les études sont aussi importantes. Si on n'arrive pas à devenir joueur pro, il faut quand même s'assurer un avenir. C'est ce que m'a expliqué Meriem Benmebarek à l'OM. Ça, c'est le discours qu'on tient tout le temps. Même le sportif n'arrête pas de rappeler aux jeunes que quand même les statistiques sont très, très faibles par rapport aux jeunes qui signent pro. Donc ça, je pense que l'ensemble des personnes qui encadrent les petits n'arrêtent pas de dire la même chose, que la scolarité est plus importante. On va dire qu'on a plus de chances de réussir scolairement que avoir une carrière dans le foot. Et justement, comment est-ce qu'ils réagissent, les jeunes, généralement ? Généralement, ils font le déni. Pour eux, ils vont signer pro. Après, on les comprend, c'est tout à fait normal. S'ils sont là, c'est qu'ils ont un but bien précis. Mais après, ils jouent le jeu et ils essayent quand même de poursuivre une scolarité normale. On a toujours une relation avec nos élèves qui partent. Donc, on a un suivi d'après le centre de formation et d'après l'OM. Donc, qui nous remercie de les avoir incités et même, entre guillemets, obligés et poussés à réussir et à obtenir un examen pour qu'ils puissent et avoir un bagage qui leur permet de poursuivre un cursus scolaire, voire universitaire. Est-ce que vous avez des exemples de jeunes qui ont poursuivi leurs études après avoir été recalés du centre de formation ? Tout à fait. On a un exemple de Thomas qui a obtenu son bac ES ici à la commanderie. Malheureusement, il n'a pas pu faire carrière, on va dire, dans le football. Il s'est orienté vers la filière de communication. Il a passé son stage ici, chez nous, à la commanderie, et maintenant, il travaille à Marseille. Il est très heureux. Et c'est lui qui nous a vraiment remerciés. Il nous a dit vraiment, je vous remercie de m'avoir poussé et j'ai pas réussi sur le plan malheureusement sportif, mais j'ai pu réussir dans le domaine, on va dire, professionnel. Maintenant que l'OM réussit à assurer le bac à ses joueurs, j'ai demandé à Meriem Benmebarek quels étaient ses nouveaux objectifs. Déjà de
chaque année d'obtenir de très bons résultats au bac, 100%. On est en train de mettre en place des formations post-bac, des BTS ici au centre de formation. On a un partenariat, une convention qui sera signée prochainement avec STAPS, donc pour les élèves qui choisissent cette orientation. Pour moi, c'est élargir, on va dire, l'univers scolaire et aider nos élèves à poursuivre leurs études et à s'épanouir en même temps au centre de formation. STAPS, c'est le nom du cursus universitaire qui prépare aux métiers liés au sport, que ce soit dans l'enseignement, l'animation ou la médiation sociale, par exemple. Et comme me l'a expliqué le sociologue Julien Bertrand, cet accompagnement, il n'est pas évident pour tous les centres de formation. Dans ce que moi j'ai observé, c'est que les centres de formation, c'est aussi un lieu de sélection et de brassage. Et c'est un monde assez cruel, on peut dire, de ce point de vue-là. Et donc, les joueurs évincés ne sont pas la priorité des entraîneurs et des formateurs, même si humainement, ils peuvent être évidemment attachés aux jeunes et aux joueurs. Je leur jette pas la pierre, mais je pense que ça pourrait être quelque chose qui peut être imposé aussi, peut-être de l'extérieur, puisque ce n'est pas directement leur mission et leur intérêt. Et donc, je n'ai pas connaissance vraiment de prise en charge des jeunes formés qui ne signent pas professionnels par un club ou par un centre de formation. À Brest, on essaie justement de proposer une solution aux jeunes qui ne vont pas être retenus par le centre. Après l'entraînement, le club propose depuis plusieurs années des cours supplémentaires à ses joueurs. Et pas n'importe quel cours. Ces cours, c'est des cours d'anglais. Depuis 2015, le club remarque en effet qu'on s'intéresse de plus en plus à ces joueurs de l'autre côté de l'Atlantique. C'est vrai que nous nous sommes rendus compte que les universités américaines s'intéressaient aux jeunes issus de la formation française pour développer le soccer là-bas tout en poursuivant des études. Donc, il fallait mettre quelque chose en place ici au centre de formation. Le passeport obligatoire pour intégrer les universités américaines, c'est le TOEFL. Le TOEFL, c'est un test d'anglais demandé par les universités américaines aux étudiants étrangers pour pouvoir faire un échange dans une fac du pays. Donc nous avons fait appel à un Anglais qui intervient d'ailleurs au lycée Charles-Foucault avec lequel nous sommes en partenariat. Les cours se déroulent le soir de 18h à 19h après les entraînements et il prépare cette certification au TOEFL. S'ils n'intègrent pas le monde professionnel en France, ils peuvent intégrer une université américaine pour une poursuite d'études tout en continuant le football et pourquoi pas avoir l'opportunité d'être drafté par la suite dans un club. Ce qui est plutôt pas mal quand on sait qu'aux États-Unis, les joueurs des équipes universitaires, c'est des stars sur les campus. Ça me rappelle les sportifs dans American Pie ou même The Social Network. Et il y a donc des jeunes Français qui peuvent vivre ça grâce au foot. J'en ai parlé avec Clément Simonin, un ex-joueur professionnel. Il a été formé à Lorient, mais il a été recalé des centres de formation en France à 19 ans. Et au lieu de baisser les bras, il va décider d'utiliser ses années en centre de formation pour décrocher un diplôme dans une université américaine. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement votre parcours ? Je suis originaire de Lorient en Bretagne. J'ai joué dans un petit club jusqu'à mes 9-10 ans à côté de chez moi à Pleumeur. Et le FC Lorient cherchait à recruter un petit peu dans ce périmètre-là et m'ont ramené à l'âge de 12 ans au centre de formation. J'ai joué un peu avec la réserve qui était en CFA2 à l'époque et puis à la fin de mon cursus à 19 ans ils m'ont dit écoute Clément on t'aime bien mais ça va pas le faire pour signer un contrat pro donc gentiment invité à trouver un autre club et puis il y a Concarneau qui est venu me chercher à l'époque qui était en N3 et j'ai fait une saison en National 3 à l'époque CFA2 on est champion de CFA2. En parallèle, je suis à la fac à Lorient et donc c'est vrai que c'est difficile d'enchaîner études et football tous les jours. Il faut faire la route, il faut faire les matchs à 5 heures de déplacement. Et ça m'a vite fatigué sur ce rythme de vie et sur les opportunités derrière. Parce que je sentais que j'allais lâcher le foot, je sentais que j'allais lâcher les études aussi. Donc Clément Simonin doit jouer sur 2 tableaux, la fac et le foot. Oui, sauf qu'en France, il existe vraiment très peu de solutions pour les sportifs qui veulent continuer leurs études après le bac. Clément, il va donc trouver une solution loin de la France.
Avec plusieurs amis, on se posait vraiment la question des États-Unis. On avait vu des reportages et on a commencé à faire nos petites recherches. Du coup, j'ai tapé Scholarship USA, donc une bourse aux USA. Je suis tombé sur quelques sites, 3 ou 4. J'ai envoyé 3 ou 4 emails du coup. Et il n'y a que Jérôme Méry, qui est aujourd'hui le fondateur des FFF USA, qui m'a répondu. Et j'ai tout fait avec lui pour qu'on puisse make the dream works. À l'époque, je lui avais envoyé un email avec un CV en disant écoute, moi j'ai été formé au FC Lorient, j'ai eu mon bac, je suis à la fac cette année, donc est-ce que j'ai un profil qui peut matcher avec ce que les coachs américains demandent ? Et puis il m'a dit qu'effectivement, avec moi et 2 autres copains, on avait des super profils. Et donc on est parti, on a commencé les démarches tous les 3, on était tous les 3 au FC Lorient, et on est tous partis 6 mois après aux États-Unis. Caroline du Sud, pour moi, je fais 2 ans là-bas. Et puis ensuite, j'ai transféré dans une autre université en Caroline du Nord pour les 2 dernières saisons. Quand tu arrives là-bas, tu fais un bachelor. C'est l'équivalent d'une licence plus ici, vu que le bachelor fait 4 ans. J'ai commencé à faire un bachelor en business parce que j'avais fait un bac ES et que, pareil, à la fac, j'avais suivi un peu ce cursus-là en France. Donc bachelor en business là-bas, et pareil, tout est mis en place pour que les emplois du temps soient flexibles avec le football. Donc c'était 3 à 4 heures de cours par jour, et ensuite entraînement, repos, donc c'était très bien. Là-bas, Clément Simonin se rend compte que par rapport à la France, on ne rigole pas avec les études, mais alors vraiment pas. Les études étaient très importantes là-bas. Il faut savoir que si un joueur n'a pas la moyenne sur son semestre, il n'est pas autorisé à jouer l'année suivante par la fédération universitaire. Donc c'est un gros objectif pour tout le monde et surtout pour les coachs d'avoir ces joueurs bien engagés, que ça se passe bien en classe parce que il y a un besoin d'avoir la moyenne et d'avoir un bon comportement, de ne pas avoir d'absentéisme en classe. Donc c'est un objectif pour tout le monde et surtout pour le coach et l'institution que tous les joueurs aient des très bonnes notes. Et le discours passe très bien au début de chaque saison. Il n'y a aucun joueur qui n'est pas au courant de ça et c'est vrai que tout est mis en place, que ce soit les coachs, il y a aussi des assistants académiques qui font en sorte que si les notes baissent un peu, ils nous remettent des cours particuliers. Enfin, tout est vraiment suivi pour que le joueur s'épanouisse et suive bien les cours surtout. Alors qu'il allait à la base aux États-Unis pour ses études, Clément il va vivre un retournement de situation. À la fin de sa 2e année, le football le rattrape et pas n'importe comment. L'histoire de la draft, elle est toujours assez sympa parce que moi, je me blesse ma dernière saison, ma senior year à NC State, et je fais que 2 ou 3 matchs, donc je me dis que le foot, c'est terminé, du moins aux États-Unis. Donc à ce moment-là, je mets tout en œuvre pour trouver une bourse pour faire un master. Et entre-temps, moi, j'avais repris un peu le foot à la fin de la saison pour mettre en ordre tous mes petites blessures pour faire des essais si c'était possible à la fin de la saison. J'avais fait une Summer League avec Seattle Sounders qui avait voulu me voir à Las Vegas pour leur petit combine, comme ils appellent, en décembre 2014. Donc je descends à Vegas, je vais faire 3 ou 4 matchs. J'avais pas joué depuis 4 mois, mais les 4 matchs, je joue vraiment très bien. Et j'ai tapé dans l'œil de Toronto FC ce jour-là. Et Seattle voulait me prendre aussi. Donc arrive le jour de la draft 3 semaines plus tard. Et Jérôme Méry, qui s'était occupé de moi avec FFF USA, m'appelle la veille pour me dire « Clément, tu vas te faire drafter ce soir, il faut que tu quittes Atlanta pour la draft demain ». La draft, c'est un système de sélection de jeunes joueurs dans le sport américain. Chaque saison, chaque équipe professionnelle choisit un joueur universitaire à travers le pays lors d'une grande cérémonie. Et plus vous êtes sélectionné en premier dans la cérémonie, plus vous allez jouer un rôle important dans le club qui vous choisit. En basket, par exemple, Sémia, ça te parlera peut-être. C'est comme ça que Michael Jordan ou LeBron James ont démarré leur carrière en NBA. Et je lui dis non, j'ai envie de rester faire mes études, j'ai pas envie de me faire drafter, puis je vais me faire drafter 80e ou 90e, donc ça va pas m'avancer grand-chose. Arrive la draft le lendemain, où moi je suis en classe. Le 15 janvier 2015, au Pennsylvania Convention Center, tout le soccer américain est réuni pour la draft annuelle.
Tous les plus grands clubs du championnat nord-américain sont là et ils annoncent un par un les 84 jeunes joueurs qui vont intégrer leurs effectifs la saison prochaine. De son côté, Clément, lui, il est tranquillement sur les bancs de la fac à Atlanta. Le premier joueur sélectionné est annoncé, puis le deuxième, puis le troisième, etc. Arrive alors le 8e choix. Je suis pas trop ce qui se passe. Je regarde les 2-3 premiers pics de la draft et puis je retourne sur mon autre heure de cours. Et à ce moment-là, je reçois une notification qui me dit « La MLS commence à vous suivre ». Et 20 secondes plus tard, je reçois un tweet pareil sur le téléphone qui met Toronto FC sélectionne Clément Simonin, 9e de la draft. With the 9th pick of the first round of the 2015 MLS Super Draft, Toronto FC select from North Carolina University, defender Clément Simonin. Je reçois ça sur mon téléphone, je fais « Ah, c'était pas prévu » et puis au final, c'est quand même vachement excitant le fait de voir ça et de se faire drafter si haut en plus. C'est vrai que ça a rabattu pas mal de cartes et je me suis dit finalement j'ai laissé le NBA de côté et puis je vais rejoindre Toronto qui a frété un avion 2 jours après pour aller à la pré-saison, quoi. Toronto, c'est 30 000 personnes à chaque match. Les infrastructures, le centre d'entraînement, c'était monstrueux. Et les joueurs, surtout, le niveau sur le terrain à l'entraînement, ça a vraiment monté d'un étage. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte que c'était plus le même sport, quoi. Donc il fallait se mettre au niveau rapidement. Mais en tout cas, chaque seconde, c'était du pur bonheur parce qu'effectivement, c'était un petit rêve qui se réalisait à ce moment-là. Ça a l'air hyper impressionnant. Mais tu disais tout à l'heure que Clément était un ex-joueur pro. Du coup, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Aujourd'hui, il est revenu en France et il n'est plus joueur pro. Par contre, il se consacre toujours aux échanges entre le football français et américain pour le compte de la FFF USA. C'est Clément qui est en charge des détections des jeunes joueurs français et en fait, il traverse tout le pays pour rencontrer les centres de formation. Forcément, il a un avis sur l'importance des études dans le football français, surtout par rapport aux Américains. Aujourd'hui, en France, on peut faire la même chose. Mais il faut le faire à fond et il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Mais si en France on laisse certains passe-droits parce que le joueur peut être un top joueur de centre de formation et donc on est obligé de le faire jouer, on ne peut pas appliquer ce modèle, quoi. Maintenant, dans le football aujourd'hui, les clubs, les joueurs, les dirigeants, les entraîneurs veulent des joueurs avec la tête bien faite et je pense que les études donnent un cadre à tout ça. Scolairement, je pense que le travail, il est très bien fait en France, il se fait de mieux en mieux. Et puis, tout est fait pour que maintenant, dans les clubs, la flexibilité soit donnée aux cours et aux entraînements. Donc aujourd'hui, le travail est très bien fait. Et je pense qu'il s'est vachement amélioré sur ces 10 dernières années. Donc à ce niveau-là, je pense qu'en France, on est très bien aussi. Si je résume, en France et aux États-Unis, les études ne peuvent pas être mises de côté dans les centres de formation. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est que les joueurs pros qui continuent leurs études supérieures sont encore trop rares. Oui, c'est ça. Et il y a une raison assez évidente à ça, c'est celle de l'emploi du temps. Avec 2 entraînements par jour et des matchs le week-end, le foot pro, il est devenu extrêmement exigeant et il laisse peu de place à autre chose. Et d'un autre côté, les mentalités mettent du temps à évoluer. On est en 2020 et on ne valorise toujours pas la figure du sportif en France. Ça paraît inimaginable qu'un footballeur puisse avoir fait des études après le bac. Qui sait que Michael Landreau a un bac plus 5 ? À mon avis, pas grand monde. Pour changer ça, il faut en fait que les milieux académiques et les centres de formation créent plus de programmes adaptés. Alors bon, je pense qu'il va encore falloir attendre avant d'avoir des footballeurs énarques en France, mais d'ici là, je vais continuer d'admirer l'intelligence de jeu de Kevin De Bruyne et Marco Verratti à Manchester City et au PSG, parce que pour moi, cette intelligence-là, elle mérite bien des beaux diplômes. Je suis Brice Bossavi. Et je suis Semia Haddad, et vous venez d'écouter le tout premier épisode de Football Society, un podcast du groupe Free. On vous donne rendez-vous au prochain épisode, on parlera de l'intégration des femmes dans le football. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application Free Ligue 1 Uber Eats. Football Society est produit par Louis Creative, l'agence contenu audio de Louis Média. Soukaina Kabal est à la coordination. Cet épisode a été réalisé et mixé par Olivier Baudin, qui en a également composé la musique avec Benoît Daniel. La prise de son a été faite par Dominique Le Dudal.